Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait pendant 30 ans la pluie et le beau temps à la télévision. Entre deux bulletins, vous vous êtes beaucoup mouillé pour les autres. D'autres tempêtes vous attendent désormais. Des tempêtes d'applaudissements pour la chanteuse que vous êtes devenue. Bonjour Fabienne Amiac. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que vous faites vos débuts de chanteuse, on va en parler dans ces clés d'une vie. Mais vous avez un parcours tout à fait atypique aussi. Oui. On va donc l'évoquer, c'est le principe des clés d'une vie tous les jours sur Sud Radio. Et ce parcours, il y a des moments de télévision, mais il y a aussi d'autres choses. Oui. Donc, j'ai trouvé une date pour commencer, qui n'est pas une date qui est liée directement à votre parcours, mais qui est importante quand même. C'est le 6 janvier 1975, le début d'un journal culte. Le premier journal de Mourouzi à TF1. Exact. Et il se trouve que le journal de Mourouzi, en coulisses, vous y avez participé. Oui. Vous êtes retrouvé. En fait, moi j'ai participé en 78, mais j'étais jeune journaliste et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'ambiance fantastique. Yves Mourouzi était un homme exceptionnel. Moi, je voyais ça avec les yeux émerveillés. Je faisais connaissance avec ce monde fantastique du journalisme. Vous avez été engagé, je crois, par André Sélarié. Oui, André Sélarié. Qui était un journaliste qui a été grand reporter, correspondant, et qui est le père de Clémentine Sélarié. Exactement. Et j'étais aussi très jeune et je m'occupais de recevoir toutes les délégations. Il m'avait donné la responsabilité de son secrétariat. J'ai vu défiler devant moi les plus grands reporters qui étaient en mission au Liban à l'époque. Il y avait Dominique Baudis, Norbert Balit, Alain Veller, Emmanuel de la Taille. Ce sont des souvenirs absolument fantastiques. Et Mourouzi, parce que vous le croisiez. Vous le croisiez parce qu'il arrivait en général vers midi, vous présentez son journal. Oui, il y avait Marie-Laure Augry aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles. Je salue Marie-Laure, que j'aime beaucoup. Il se trouve que Mourouzi, il arrivait à 8, midi moins le quart, midi. Oui. Tout était prêt. Oui, puis c'était un mec fantastique. Je dis un mec parce que c'était vraiment un mec fantastique. Il a créé quelque chose dans le journal. Ça a été d'abord le premier duo. Oui. Et il a créé une ambiance qui était sans limite, quoi. Il n'y avait pas de réserve. Il était sans réserve. Il pouvait arriver, dire je fais le journal aujourd'hui comme ça, demain en blouson de jean ou en cuir. C'était un vrai mec de la radio, de la télé, du journalisme. Et quelquefois, vous aviez affaire à lui. Oui. Comment ça se passait? Très bien, parce que c'était un homme excessivement gentil. Moi j'étais jeune, alors il m'avait pris un peu sous sa coupe. J'étais même invitée à faire des inaugurations quand il avait créé cet endroit, le Globe, je crois. Oui. Hein. Eh bien, la discothèque. J'avais, je crois, 18 ou 19 ans. J'étais habillée en rose avec des couettes et j'étais invitée par Yves Mourouzi. J'avais eu la permission de mes parents. Voilà. Mais il se trouve qu'il adorait les discothèques, il y passait ses nuits, et c'est lui qui a donné à Fabrice Eymer l'idée de transposer le Club 54 de New York à Paris, c'est devenu le Palace. Ah ça je ne le savais pas. Alors c'était aussi quelqu'un qui faisait des coups de jour au lendemain, il pouvait envoyer son équipe sur un coup à l'autre bout du monde. Ah oui, oui. Je vous dis, c'était vraiment un homme remarquable. Et je crois que c'était encore la rue Cognac-Gey. C'était encore la rue Cognac-Gey, exactement. Époque mythique de la télévision, c'était oui. Un vieil immeuble. C'était un très vieil immeuble. Depuis d'abord, ce n'est plus du tout maintenant. Cognac-Gey existe encore. Hein. Oui. Je crois qu'il y a encore quelques tournages. Mais là, il y avait des plateaux, il y avait une ambiance. Il y avait une histoire de la télévision. Ah oui. Oui. Je ne sais pas si vous le savez, c'est qu'avant la guerre, c'était un music hall et une pension de famille. Les Allemands l'ont réquisitionné pour en faire une télévision qu'ils n'ont jamais, heureusement, inaugurée. Et c'est resté, ensuite, à la Libération, le lieu mythique de la télévision. Et alors, Yves Mourouzi avait créé aussi le Presse Club avec Emmanuel de la Taille. Exactement. Non, c'était un vrai journaliste. C'était un vrai journaliste. Alors, curieusement, Fabienne Amiac, vous venez pas de la télévision, vous venez d'un autre univers qu'on peut symboliser par une chanson. On est matelot, on est toujours sur l'eau, on visite le monde, c'est le métier le plus beau. Les gars de la marine, exact. Qui est un film qui s'appelle Le Capitaine Cradock. C'est un film qui est chanté par Jean Murat. Le Capitaine Cradock a été tourné en 1931 et c'est en voyant ce film qu'un jeune dessinateur Hergé a eu l'idée de baptiser son personnage le Capitaine Haddock. Haddock, très bien. Et si je parle de la marine, c'est que je crois que votre grand-père était commandant dans la marine nationale. Alors mon grand-père était commandant dans la marine nationale. Son père était aussi dans la marine. Son grand-père aussi. C'était une famille de Bretons. Mon grand-père adorait la mer et il avait eu comme mousse Jean Gabin. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et moi, j'ai vu des photos de Jean Gabin jeune
avec le petit chapeau à pompons et il était sur le bateau de mon grand-père. Et il rêvait à l'époque de parcourir les Ah oui, mers. il adorait la mer. Et il a fait du cinéma par hasard parce qu'il lui manquait un peu d'argent. Oui, exact. On lui a proposé un film Chacun sa chance et c'est parti comme ça. Oui. Alors, c'est vrai qu'avoir une famille de ce genre, ça donne une éducation rigoureuse, Fabienne Amiac. Oui, mon grand-père était quelqu'un d'aimant, mais d'assez rigoureux. D'abord, il se levait très tôt le matin. Nous vivions tous dans la maison familiale dans le sud de la France, ma maman, ma sœur, mon père, ma tante, etc. Mais mon grand-père avait quand même instauré, eh bien un petit peu comme vous savez, les capitaines ou les commandants, une rigueur, mais c'était une éducation basée sur l'amour et la rigueur. Pas du tout sur l'autorité et les contraintes, pas du tout. D'abord, c'était un être excessivement croyant et il avait la foi et puis je l'aimais plus que tout. Il se trouve aussi que ce sud de la France, c'était Carqueiranne, je crois. C'était Carqueiranne. Carqueiranne, où Richard Virenque est né. Ah, d'accord. Et où il y a un théâtre absolument fabuleux en plein air, où il y a un festival chaque année. Exact. Qui n'existait pas à l'époque. Mais là, ça vous permettait de grandir sous le soleil. Oui, moi j'avoue qu'en philosophie, j'avais choisi Jean Giono parce que c'était le retour à la nature et que moi je courais dans les collines. Justement, nous habitions au Mont Paradis. Donc vous imaginez, c'était quand même déjà pour moi quelque chose de fantastique. Je courais sur le Mont Paradis, je croisais des bergers, j'avais la laiterie au bas du village et j'allais à l'école, on venait me chercher avec le petit car et si je ratais le car, j'allais à pied et je faisais 2,5 km à pied. Oui, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Vous avez été scout aussi, oui, dans vos jeunes années. Oui, très jeune, j'ai eu envie, effectivement. Je ressentais en moi le besoin d'être dans une communauté solidaire avec, oui, cette foi immense qui était déjà bien présente. Il se trouve ensuite, Fabienne Amiac, que vous montiez à Paris pour faire des études classiques d'anglais et d'allemand. Non, alors pas l'allemand, moi, c'était plutôt l'espagnol, oui. Parce que mon papa parlait espagnol, il est d'origine juive séfarade, espagnole. Et vous savez que en 1600, les juifs espagnols ont quitté pour aller vers l'Algérie, la Tunisie, le Canada et autres. Et mon papa avait gardé cet amour de la langue espagnole. Il jouait très bien de la musique, de la guitare, du piano, mais sans avoir jamais appris. Et surtout, il chantait en espagnol. Mais vous, ces études, ça vous menait à un métier sérieux à l'époque ? Alors, moi, j'aimais déjà la musique. Alors, je faisais du piano, du chant. Mais c'était pas un métier pour mes parents. Alors, j'étais en opposition avec eux parce que j'étais une artiste. Et on me demandait d'avoir quelque part un chemin plus rigoureux. Et mon grand-père était ravi lorsque, effectivement, je suis rentrée un petit peu dans les lignes, quoi, si je puis dire. Oui, sauf que les lignes, au départ, ça a été des ondes plutôt, oui. Puisque vous êtes rentrée à Europe 1 exact. Le matin avec Jean-Marie Cavada au départ. Oui, un grand maître à penser pour moi, parce que Jean-Marie a su quelque part me montrer ce que c'était que le travail bien fait, la rigueur. Il avait effectivement il était exceptionnel. Hein. Moi, je me rappelle, je faisais les biographies des invités, on en avait 5 par jour, et j'avais l'impression, en 5 minutes, qu'il connaissait mieux la vie des gens que moi. Et alors que c'était moi qui avais travaillé sur les biographies, mais il avait cette appétence, cette envie, voilà, il puisait la ressource et ses compétences dans la connaissance. Et comment on passe de Carqueiranne à Europe numéro 1 ? Alors d'abord, je suis revenue à Paris avec mes parents et puis j'ai fait mes classes à Paris. J'étais au lycée Siegfried j'étais petite, mais j'avais une grande sœur qui avait fait ses études aussi. Et c'était mai 68 pour elle. Elle était plus grande que moi et je me rappelle très bien. Moi, je comprenais pas très bien ce que c'était que mai 68. Et en fait, en bas, j'arrosais tout le monde avec mon petit seau. Et un jour, il y avait des manifestants qui étaient en bas, qui faisaient sauter les voitures et tout. Et il y a un qui m'a vu arroser. Et ils ont voulu monter dans l'immeuble parce que nous habitions au bas de la butte Montmartre, près de l'avenue Truden. Et j'ai eu peur, j'ai dit ah là 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 là, j'ai appelé ma sœur, j'ai dit écoute, je crois que j'ai arrosé, ils vont monter. Mais c'était une époque, j'étais au pied de Pigalle, c'était c'était la belle vie, c'était les artistes. Et Europe numéro 1, c'est arrivé comment alors ? Alors Europe numéro 1, c'est avec Jean-Marie Cavada.
Parce que j'étais à Antenne 2, je passais comme ça, histoire d'apprendre un métier, alors voilà. Et je crois, Jean-Marie, je dis, c'est avec vous que je veux travailler. Il me dit, sur Antenne 2, je peux pas. C'était la marche du siècle à l'époque, je voulais travailler avec lui. Et il m'a dit, mais je vous emmène sur Europe 1 parce que je sens que vous avez du tempérament. Vous avez travaillé ensuite, Fabien Amiac, avec Jean Amadou. Oh oui. Oh, quel bonheur. Un homme d'une culture incroyable. Incroyable. Un collab sur Clémenceau, notamment. Alors, je ne sais pas sur Clémenceau, mais en tous les cas, avec une dose d'humour et d'amour. C'était un papa poule. Et puis, il y avait Nicolas Hulot, qu'on ne connaissait pas. Oui. Et vous avez travaillé avec lui à ses débuts, Fabien Amiac. Sur l'émission Bleu Nature, sur Europe 1, le dimanche. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux, comme Titouan Lamazou, Théodore Monod, Carsozon. On invitait chaque dimanche des grandes personnalités qui parlaient de la Terre et qui avaient comme corollaire de tout faire pour qu'on la maintienne en vie, cette terre. Voilà. Nicolas Hulot avait débuté à la télévision dans Les Visiteurs du Mercredi, mais on n'imaginait pas la carrière qu'il allait faire. Vous ne pensiez pas qu'il serait un jour ministre ou défenseur d'écologie? Non, mais il faisait déjà Ushuaïa, et c'est vrai que c'était une émission phare qui a effectivement ouvert les yeux sur le monde. Les gens se sont rendus compte que la terre souffrait avec Nicolas Hulot. Alors, vous n'avez pas souffert dans votre carrière, dans votre parcours. Et on va évoquer justement une autre date liée à la nature, le 2 novembre 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Fabien Amiac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fabien Amiac. Nous parlerons tout à l'heure de vos débuts de chanteuse. On a parlé de vos débuts dans les coulisses de la radio et de la télévision. Et il y a une date très importante pour vous, c'est le 2 novembre 1991. D'après mes archives, c'est le premier bulletin météo. Vous avez une robe noire, un collier. Vous conseillez aux téléspectateurs d'être présents, de faire très attention sur la route. Et le bulletin dure 2 minutes et 3 secondes. Oh bah alors. Vous vous souvenez de ce soir-là? Non, je vous avoue, Jacques, non. Je ne m'en souvenais pas. Ah, mais l'image est étonnante. Mais ce sont vos débuts dans la météo. Il y avait Evelyne Delia, il y avait Muriel S, Catherine Laborde, et vous êtes arrivé dans un univers où il y avait Alain Géopétré, Denis Vincenti, Michel Cardoz, oui. mais pas vraiment de femmes. Alors, il y avait Florence Klein aussi, oui. Et il y a eu Isabelle Périllou, Nathalie Réouet, et Simonetta, c'est ça? C'est ça, Brigitte Simonetta. Donc, cet univers, vous êtes, je crois, rentré par casting, non? Oui, alors j'ai fait un casting, et donc, en fait, j'étais sur Europe 1. Et j'avoue qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Norbert Balit, qui travaillait avec Jean-Marie Cavada, et... qui est producteur aujourd'hui. Exact, et... Par l'intermédiaire du réalisateur, qui était Bernard Gonner, je crois, à l'époque, ils m'ont dit qu'il y avait un casting, si je voulais le faire. Comme j'ai dit oui, j'ai appelé tout de suite mon grand-père et je lui ai dit « Papy, est-ce que c'est possible de m'expliquer un petit peu la météo ?» Je parlais des étoiles avec mon grand-père parce que son bateau, il le dirigeait au sextant. Ce n'était pas à l'époque, aujourd'hui, la technologie. Et donc, il m'a donné tous les rouages de la météo. Et je suis arrivée au casting. J'avais l'impression que j'avais mon grand-père en moi. Vous connaissiez rien, vous avez tout fait. J'ai tout appris avec mon grand-père et puis ses conseils, mais après je suis partie travailler à Météo France, qui était avenue Rapp, pendant 1 mois. Et là j'ai vraiment appris la météo et j'ai croisé Gélo-Pétré. Voilà. Et la météo, il y a aussi une chanson qui la symbolise. Voilà la verse qui tombe. C'est vrai. Il n'y a plus de saison. Seigneur Météo de Carlo. Exact. Qui est une parodie en fait d'Albert Simon, qui était le journaliste météo vedette d'Europe numéro 1 pendant des années, et qui annonçait qu'il faisait ses prévisions avec sa grenouille qui, avec une échelle, sortait du bocal. Exact. Mais ça m'avait toujours fait rire, parce que moi j'entendais ces voix aussi, des grands présentateurs de radio, il y avait peu de télé à l'époque qui parlait de la météo. C'est vraiment quand, dans les années 90, on a commencé à avoir des données vraiment beaucoup plus spécifiques. Et c'est pas une science exacte, la météo. La climatologie, si, parce qu'il y a des statistiques, etc. Mais la météo, c'était pas reconnu comme quelque chose de vraiment réaliste. On pensait qu'on faisait comme ça des prévisions, mais tout le monde disait oui, il se trompe toujours à la météo. Mais quand j'entendais la voix de Breton aussi, il y avait Breton, il y avait Albert Simon, il y avait plein de... Moi, quand je suis rentrée dans cette famille, j'étais émue, parce que j'avais entendu toutes ces voix à la radio, à la télé, je mettais un visage sur ces voix. Et vous ne pensiez pas un jour travailler à la météo? C'était pas votre but dans la vie, non. Fabien Amiac?
Non, non, j'avais plutôt des aspirations de radio, justement, parce que j'avais commencé à bien évoluer à la radio. J'avais même eu une petite rubrique, et puis je faisais aussi les petites boutiques de Canal+ avec Jérôme Bonaldi et Maryse. J'étais mannequin, j'essayais des trucs, j'étais très drôle, et c'est là, effectivement, on m'a dit qu'il faudrait faire de la télé. Alors ça veut dire, la météo, apprendre des gestes, c'est très compliqué. Alors, au début, vous savez, j'ai commencé avec une craie bleue, une craie rouge, une craie blanche pour dessiner mes perturbations, mes anticyclones et mes dépressions. Ensuite, on a ajouté des petits magnettes, le soleil, la pluie, les nuages. Et ensuite, on est arrivé à l'époque de l'ordinateur, mais c'est bien après. Et lorsqu'en 1998, j'ai mis les pieds à France Télévisions, ce qui est France Télévisions aujourd'hui, donc dans le 15e arrondissement, là, je me suis retrouvée derrière moi avec un fond vert. Et il a fallu apprendre une nouvelle technique. Et l'apprentissage a été quand même rigoureux parce que nous n'avions aucun repère, si ce n'est que 2 petits écrans de télé de chaque côté. Et nous étions dans un infini décor sans marque, sans rien. Et nous devions positionner les mains comme ça, en se repérant à des petites télés qui étaient très loin, et on devait effectivement être opérationnel tout de suite. Quand on pense que les premières images de la météo au journal télévisé de 1949, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait dans des bouts de carton filmés par une caméra à Météo France, une bobine qui partait à la télévision rue Cognac-Jay, et il y avait le développement, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, on prenait les boîtes de petits pois vides de la cantine et on posait la bande dessus pour faire le développement. Incroyable. Et la météo, c'était 2 fois par semaine à l'époque. Oui, oui. Et maintenant, on voit, hein, la météo, c'est tout le temps. Et puis, on ne vit plus sans la météo. Alors, ça veut dire aussi plusieurs directs par soir et oui. Le track. Alors le track, oui, nous avions effectivement du direct en permanence avant. Après, il y a eu dans les années 2010 des enregistrements parce qu'on était là tout le temps, du matin au soir, et que ça demandait effectivement une amplitude d'horaire qui n'était pas concevable. Mais nous avons eu cet apprentissage du direct. Ça a été difficile, oui, parce que ce qui est plus difficile, c'est de se voir à l'antenne. Quand bien sûr, on a des doutes, on n'a pas que des certitudes dans la vie. Parler à la radio, c'est une chose, mais devoir aussi avoir cette image de nous, parce qu'on a une caméra et on se voit dedans, eh bien, ça demande quand même pas mal d'aplomb. Parce que se voir, c'est difficile. Oui, et puis on a plus de vie, c'est-à-dire que du matin au soir, on est à la télévision. Qu'est-ce qu'on fait entre 2 bulletins ? On travaille. C'est nous qui faisions nos cartes. Nous avions un système informatique avec des ordinateurs. Nous en avions 2 à 3 dans nos bureaux. On dessinait au début nos cartes avec tout un système informatisé. Hein. Nous avions les ingénieurs de météo à aller voir Avenue Rapp tous les matins, ensuite le midi, et avoir une confirmation le soir par téléphone du temps et des changements, parce que en système d'alerte, eh bien, nous devions changer nos cartes et les refaire entièrement, et on devait être présent puisque nous suivions les éditions des journaux télévisés, et s'il y avait un message d'alerte, nous devions être là du matin au soir, parfois même à 23h. Ce fut le cas pour la tempête de 1999-2000, où là, jusqu'au soir, eh bien, j'avais dit, il faut que je reste. C'était le soir de Noël, j'avais des invités à la maison, mais j'ai dit, il faut que je reste. On n'a pas entendu, parce qu'à l'époque, la météo, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment considéré comme exact. Et là, il y a eu cette fameuse tempête. Et c'est après cette tempête de 1999-2000 qu'on a considéré la météo comme une information. Et il y a eu aussi la rue, parce que vous êtes devenu populaire, et je suppose que dans la rue, on vous demandait les prévisions du lendemain, Fabienne Amiac. Oui, quel temps va-t-il faire demain ? Et alors, ils ne savaient pas sur qui ils tombaient, ces gens, car j'étais tellement bavarde que quelque part, je parlais tellement avec eux qu'à un moment donné, c'est eux qui regardaient leur montre. C'est fou. Mais c'est vrai que ça a changé votre vie, la météo. Oui. Et complètement. Mais alors, vous avez eu quelques soucis aussi, parce qu'on trouvait vos tenues parfois trop sexy. Alors, c'était pas sexy, parce que moi je dis juste que on a ce qu'on a et on est ce que l'on est. C'est vrai qu'on m'a fait des petites remarques du style ça n'est pas un défilé de mode, mais moi j'aimais
être présente pour le public. Et je savais que les dames, elles regardaient mes vestes, elles m'envoyaient des petits messages à savoir quelle marque, est-ce que je peux avoir la même. Et moi, j'adorais répondre. En fait, c'était un lien que j'avais soudé avec les gens. Je recevais leurs messages et je leur répondais. Et quelque part, oui, c'est vrai que je faisais un petit défilé de mode, mais regardez aujourd'hui Tatania, elle fait aussi ça, un petit défilé de mode. Vous avez été en avance belle. sur votre Mais moi, temps, j'étais c'est tout. juste précurseur, quelque part, d'une image que je véhiculais, qui était peut-être un peu plus gracieuse. Alors, c'est vrai que parfois, on me disait, oui, mais on te regarde toi et on va regarder le bulletin météo sur une autre chaîne. Et donc, je me suis dit, il faut quand même que je m'adapte et que je sois plus classique. Vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps? Non, non, Ça a duré 30 ans, 32. 32 ans. Ouais. C'est fou, hein? Oui, Et puis vous avez essayé d'arrêter. oui. Parce que vous en aviez assez, c'était le moment de partir. C'était de Alors, faire autre chose. Vous savez, Jacques, moi j'ai une appétence pour ce que l'on appelle le risque de la vie. Et la vie est un risque. En fait, je ne pouvais pas imaginer que ma vie allait s'arrêter là. J'avais fait le tour d'un discours et j'avais d'autres mots à mettre sur d'autres mots, M-A-U-X, des mots M-O-T-S. J'avais des choses à dire. J'avais aussi fondamentalement envie d'apporter aux gens autre chose, un autre regard, porté sur moi-même et porté aussi sur le monde. Et j'avais vraiment envie de transmettre. Et ça n'est pas à travers les mots du temps, même si le temps pour moi n'a pas d'espace, que je pouvais être une artiste. J'avais vraiment cette fibre artistique. Alors, il y avait la fibre artistique, mais il y avait aussi d'autres choses que vous avez faites pendant ces années météo. Et on va en parler à travers une autre date, le 28 avril 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Fabienne Amiac. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Fabienne Amiac. Nous avons évoqué vos débuts, la météo, Miss Météo que vous avez été pendant quelques 32 ans à la télévision. Mais parallèlement, vous avez fait d'autres choses. La chanson, c'est plus tard, on va en parler tout à l'heure. Et j'ai trouvé une date, le 28 avril 2001. Cet après-midi-là, au château de l'Envol, vous êtes là pour une association qui vient en aide aux enfants handicapés avec un spectacle, des animations. Et c'est quelque chose de très important pour vous, ce jour-là en particulier. Ce jour-là en particulier parce que j'ai ressenti un vrai désir de venir en aide aux parents qui avaient des enfants dont la différence était visible, parce qu'au regard des autres, il y a bien souvent une honte. J'ai rencontré, et après dans mon expérience de vie, on en parlera peut-être tout à l'heure, à travers la fête des voisins, des gens qui étaient chez eux et qui n'osaient pas sortir parce que leur enfant avait une différence visible. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais avoir un rôle à jouer et je suis devenue présidente de l'association Soleil d'enfance. Oui, vous êtes rentré dans cette association tout à fait au départ comme membre, Oui. Et puis vous avez beaucoup travaillé. Oui. Il faut savoir que cette association a été créée par un impresario qui était Félix Marouani. Exactement. Qui avait aussi créé la Kermesse aux chansons, je ne sais pas si vous Oui. le savez, qui était l'équivalent de la Kermesse aux étoiles où après la guerre, les personnalités venaient signer des autographes au profit des veuves de la 2e DB. Ah Et- ben ça, je ne le savais pas. Alors, il se trouve que Soleil d'enfance a été créé en 72 avec le but au départ, je crois, d'offrir des cars, Des aux en- minibus des minibus. adaptés au handicap des enfants. Et Oui. vous êtes arrivé comment dans cette association? Alors, c'est encore du bouche à oreille, je crois. Je ne me rappelle plus très bien parce que quand même, je suis rentrée à la télé, je suis rentrée pratiquement tout de suite dans cette association. Donc, j'ai peut-être 25 ans de bénévolat dans cette association et je suis restée 10 ans présidente. Là, j'ai laissé la présidence à quelqu'un d'autre depuis cette année dernière, en 2023, mais je suis toujours présente, bien sûr. Mais cette association a eu pour but, et elle l'a toujours, de permettre aux enfants différents d'accéder aux bases de loisirs, à la connaissance, à des lieux de vacances. Et on a vraiment beaucoup œuvré avec des stars du show business. Il y a eu Johnny, il y a eu beaucoup de Sheila. Il y en a une surtout qui a compté parce qu'elle doit sa carrière à Soleil d'enfance, c'est celle-ci.
Chantal Goya, car en Oui. effet, il faut savoir qu'un jour, elle déjeune avec Roger Crécher, directeur de RTL, Exact. très impliqué dans Soleil d'enfance, et elle cherche un moyen de faire plaisir à l'association. Elle dit, je vais faire un spectacle à l'Olympia. Jean-Jacques Debout se met en colère et dit, ça ne marchera jamais. On connaît la suite. Et on connaît la Et suite. c'est comme ça qu'elle a débuté. Exact. Nous l'avons reçue encore à nos dîners de gala et j'adore Chantal Goya. Je pense que c'est une femme qui a ce cœur d'enfant. Je pense qu'il faut garder son cœur d'enfant. Il ne faut pas être dans le jugement. Il faut juste voir et savoir voir à travers les yeux que une âme d'enfant, c'est ce qui permet justement de passer outre le temps et d'être dans cette intimité au rapport au temps. Elle a dépassé le temps. Vous dévouez pour les autres, c'est presque une obligation, un art de vivre, Fabienne Ah, Amiac. complètement. C'est venu Moi, je depuis suis toujours. dans la solidarité, la sororité. Je défends les causes qui, effectivement, ont besoin de moi. Je suis toujours présente quand on me demande de venir et que la cause est importante. Voilà. Autant les femmes que les enfants. Mais oui. Soleil d'enfance a eu son heure de gloire, notamment avec Jacqueline Cartier. Exactement. Qui a Qui est- été présidente. Qui a été présente, qui a été au départ comédienne dans La Famille du Raton à la radio, Exact. qui est ensuite devenue auteur avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault d'un spectacle appelé Les Plumes Rouges, Oui. avant de devenir à France Soir la grande chroniqueuse spectacle. Oui. Et là aussi, vous l'avez connue, vous avez travaillé avec Non, elle? je suis arrivée bien après. Moi, je suis arrivée au moment où c'était Claudine Coster-Manuel qui était présidente. Et nous avons eu après Roland Hubert, le producteur. Et c'est moi qui ai pris la suite. Alors ça Roland veut dire Hubert. aussi créer des manifestations, avoir des idées, Oui. de convaincre des gens, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais on a à Soleil d'enfance Sonia qui s'occupe de faire des goûters pour les enfants. On a des partenaires comme le Cirque Grus ou Bouglione. On a des possibilités justement parce que il y a une sensibilité au handicap, hein, et de plus en plus d'enfants sont atteints de handicap visible ou invisible. Hein. Je parle de l'autisme ou de certaines maladies. Alors moi, j'ai un petit filleul qui est myopathe, donc c'est vrai que là, ça a été décelé très jeune. Mais par exemple, la myopathie décelée à 13 ans chez un enfant qui se comporte normalement, pour les parents, c'est une souffrance. Vous savez ce que ça coûte ? C'est très cher de s'occuper d'un enfant différent. Francis Perrin s'est occupé de son fils qui Oui. aujourd'hui va très bien. Oui, Et il y a eu surtout Lino Ventura qui, le 6 décembre 65, à la télévision, qui dit « Je suis le père d'un enfant pas comme les autres ». C'est comme ça qu'est née son association Père de Personnage. exactement. Et je pense que nous, qui sommes connus et reconnus du grand public, on se doit, mais alors vraiment je le dis, on se doit d'être présent pour des causes qui en valent la peine. Alors, dans les causes qui en valent la peine, il y a celle-ci. Et pour tout est bon pour la soutenir. Notamment, il y a une équipe de football, le Variety Club de France, Oui. qui a été fondé entre autres par Michel Drey et Georges Chelon, qui a travaillé avec vous. Exactement. Nous avons eu aussi pas mal comment dirais-je, d'animateurs, de sportifs, de gens du théâtre, de gens de la musique qui ont aidé Soleil d'enfance à exister. Oui, mais Variety Club de France est intéressant parce Oui. que c'est un club de football. Oui, c'était un club de football et nous avons eu des matchs pour nous, Oui, bien sûr. Ils faisaient les premières parties de grands matchs Oui. au profit de au Soleil. profit de Soleil d'enfance. Et ils ont établi un record, le record du monde du match de football le plus long, qui est dans le livre des records, 35 heures et 2 minutes à Angoulême en 85. C'est formidable, je ne le savais pas. Voilà. Alors, il se trouve que effectivement, il y a cette association au Soleil d'enfance, mais il y a aussi d'autres associations comme les Puits du désert. Oui. Alors, c'est une histoire absolument fabuleuse. C'est l'histoire du Petit Prince. C'est Christelle Pernet, avec laquelle je faisais parfois du bimoteur pour une association qui s'appelait Air Afrique. Et elle partait beaucoup pour aider les tribus africaines. Et un jour, avec plein d'aviateurs qui avaient des petits bimoteurs, elle tombe en rade dans le désert du Ténéré avec son avion. Et elle faille d'y rester. Hein. Mais voilà qu'un monsieur, un homme bleu du désert, Mohamed Ixa, contourne sa caravane pour aller la sauver. Elle va rester vivre dans la tribu Touareg avec les femmes et elle va donc dire à cet homme « Tu m'as sauvé la vie, sans toi je ne serai plus de ce monde. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et il lui répond « Apporte-moi de l'eau. » Christelle rentre, elle habitait au Grand Bornand, elle rentre, elle m'appelle, elle me dit « Est-ce que tu veux venir avec moi dans cette association ?» Voilà ce qui m'est arrivé. Et moi, j'ai été émue, j'avais les poils qui s'hérissaient sur le corps, c'était tellement beau. Je lui dis « Ok, tout de suite. » Et voilà que je suis devenue administratrice des Puits du désert. Depuis les Puits du désert, ça fait déjà 11 ou 12 ans maintenant, il y a 3 écoles qui ont été construites. Il y a de l'agriculture, il y a de l'eau. Et en fait, je trouve ça fantastique d'être au début
de quelque chose qui prend une amplitude et qui sauve aussi une partie du monde. Et c'était aussi le vœu de Daniel Balavoine qui s'était engagé aussi dans cet univers. Malheureusement, il est décédé. Et France Gall et Michel Berger ont pris la suite pour apporter justement de l'eau dans des pays qui n'en avaient pas. Alors là, ça se trouve entre Niamey et Agadez, hein, c'est une partie du Niger, avec bien évidemment, vous savez, tous les problèmes qu'il y a en ce moment dans cette partie du monde. Hein. Donc il faut faire très attention aujourd'hui. Mais cette femme, Christelle Pernet, elle a permis par justement cette vocation, hein, et puis son cœur, parce qu'elle a vraiment un cœur énorme, de donner de l'éducation aux filles, aux petites filles. Et moi, je sais que je suis marraine donc de petites filles là-bas dans ces écoles. Alors, il se trouve aussi qu'il y a une autre association beaucoup plus proche de chez nous, la fête des voisins dont tout le monde parle aujourd'hui. Ben, finalement... c'est un peu moi. Voilà. Exact. C'est né comment? Alors, nous étions Athanas Périfan, à la mairie du 17e arrondissement, et il faisait du social. Eh bien, moi, j'étais dans toutes ces vertus qui étaient celles de la solidarité et de la vie associative. Et on se rencontre. Et je lui dis, mais moi, je vis comme ça. J'habitais à Boulogne à l'époque. J'ai dit, mais moi, j'étais scout. J'ai grandi dans le Sud. Bon, j'ai une mentalité, moi, à connecter, à faire des réseaux là où j'habite. Il me parle de cela. Il avait une association et on a soudé cette association, les immeubles en fait, la fête des voisins. La première année, ça n'a pas été facile hein, d'aller voir les gens et de leur dire, écoutez, faites un apéro dans votre cour ou dans votre jardin ou dans votre résidence, parce que tout le monde avait peur, vous savez. La peur, c'est un sentiment qui est sur l'inconnu. Si je tape à la porte de mon voisin, est-ce qu'il va me répondre? Est-ce qu'il va m'envoyer paître ou est-ce qu'il va m'accueillir? Eh bien, on a réussi à solidariser les voisins entre eux. Et c'est en allant porter ce dossier à Jean Réveillon, à l'époque, qui était directeur à France Télévisions. J'avais un bon dossier, il y avait une boîte de communication qui s'appelle Comme Public qui était là aussi. J'ai apporté ce dossier, il m'a dit « Banco ». En 2001, cette association est devenue ce que vous connaissez, solidaire et encore factuelle. Voilà. Et aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a des fêtes des voisins chaque année où on vient avec son plat et on se retrouve. Et ses cacahuètes et sa petite bouteille d'apéritif. Et ça vous a valu une médaille, je crois, assez rare, la médaille d'or du mérite et du dévouement français. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vrai que ça a été connu que je faisais pas mal d'actions solidaires et humanitaires par un personnage illustre qui, effectivement, donnait des médailles, distribuait aux gens qui avaient fait des choses pour la France, pour le rayonnement de la France. Donc, on m'a proposé et j'ai dit oui. Et elle m'a été remise à France Télévisions sous la présidence de Marc Tessier. Voilà. Et vous avez cette médaille beaucoup plus importante à vos yeux que la Légion d'honneur. Vous savez, moi, les médailles, c'est pas ça qui va changer ma vie. Ce qui change ma vie, c'est de pouvoir toujours être proche des gens, la proximité, l'entraide, la solidarité, la sororité. À travers tout ce que je fais, je pense que je suis. Voilà. Et il se trouve que vous avez aussi transmis cette philosophie de vie dans un livre qui est chez Fortuna, qui est Le potager des grosses légumes, qui est un livre avec plusieurs tiroirs. Plusieurs tiroirs. Il y a 3 lectures dans cet ouvrage. Tout d'abord, cet ouvrage est né du fait que j'avais un projet avec Jean-Paul Delevoye, qui était médiateur de la République. Nous avions un peu dépoussiéré tous les dossiers sur la tutelle et la curatelle quand il était à la médiature. Et j'avais donc présenté ce projet à France Télévisions du temps de Daniel Pad qui avait créé le Téléthon. Et Daniel l'avait mis dans un petit tiroir en disant on va attendre. Puis bon, Daniel est parti et voilà qu'arrive une nouvelle direction qui ouvre le tiroir, prend ce projet donc qui s'appelait Juste ou pas juste et on me convoque en me disant on passe pas de la météo à l'investigation. Bien évidemment, vous savez, dans ces métiers-là, c'est soit vous êtes réglo, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas réglo, c'est l'effet boomerang. Vous le prenez dans la tronche à un moment donné. Donc, je dis, mais non, c'est mon projet avec la médiature. Donc, et il n'y a pas eu de médiateur dans cette émission de médiation. Donc, le projet, eh bien, a été invalidé. Bien évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Et de ce fait, eh bien, je me suis dit, je suis journaliste, j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas que parler du temps. Le temps est un espace limité, avec un discours limité, puisque j'ai 2 minutes 30 ou 3 minutes pour exprimer le temps qu'il fait. Mais moi, le temps, il avait un autre rapport intime avec moi. Il n'a pas d'âge, il n'a pas d'espace. Et donc, je me suis dit, ben moi, je vais écrire.
Et j'ai commis ce livre, et d'ailleurs je remercie François Michelon de l'avoir édité, qui est sur 3 lectures. D'abord, j'adore cultiver et j'ai un potager. Je sais faire pousser des légumes parce que la terre est notre mère à tous. Donc il y a la lecture de recettes de cuisine ou alors de comment on fait pour faire pousser des poireaux, des carottes et des tomates. Il y a une deuxième lecture qui est beaucoup plus sociétale, avec des repères politique, si je puis dire, puisque j'ai quand même cultivé les hommes et femmes politiques à l'époque. Donc vous allez tous les retrouver dans ce livre sous forme de légumes. Hein, donc on a DSK le poireau, Sarko le concombre, la tomate Marine Le Pen, Morano en rave, enfin bref, vous avez les grosses légumes. Ouais. Et il y a la lecture philosophique et spirituelle, où là, il y a tout un rapport à des philosophes comme Socrate, Épithète, Marc Aurèle. En fait, tous le stoïcisme révélé avec humour. Voilà. C'est un livre chez Fortuna, ça c'est le côté sociétal de votre vie, et puis il y a un autre côté artiste qu'on va évoquer à travers une date lointaine mais en même temps récente, le 12 avril 2010. A tout de suite sur Sud Radio avec Fabienne Amiac. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Fabienne Amiac. Alors, on a évoqué votre carrière à la météo, on a évoqué votre livre, Le potager des grosses légumes, les causes caritatives que vous défendez, et puis vous avez une autre passion depuis toujours, et j'ai trouvé une date qui est le 12 avril 2010. Ce jour-là, vous chantez lors du gala de charité La télé qui chante à l'hôtel Méridien à Paris. Oui. Ouais, hein, et dans vos engagements caritatifs. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin puisque vous avez enregistré des chansons et réalisé un rêve. Exact. J'ai réalisé mon rêve, effectivement. En fait, c'était une vocation depuis toute jeune. J'avais fait du piano, je chantais plutôt classique, mais ça a été une vocation qui a été stoppée parce que la vie, quelque part, et je dois le dire, cette bonne étoile qui m'a saisie en plein vol m'a amené vers d'autres beaux chemins. Mais la vie n'est pas finie, le chemin continue jusqu'à l'ultime souffle. Et moi, ma vocation, c'était de chanter. Et surtout, j'écris mes textes. Et chaque texte de chanson a pour vocation d'éveiller une conscience sur quelque chose. Alors, vous avez décidé un jour de franchir le pas. Vous aviez quitté la télé, vous étiez tranquille, et vous avez décidé, ben non, il faut que je chante. Oui. Mais vous aviez appris la chanson avant. Ah oui, j'ai fait de la musique, bien évidemment, et j'aime la musique, j'écoute de la musique. Et ce gala de charité, donc la télé qui chante, vous en souvenez? Oui. Qu'est-ce que c'était? Nous avions, avec Gérard Rolls, fait un petit groupe d'animateurs qui s'appelait La télé qui chante. Alors on avait des animateurs qui passaient, et il y avait même Nelson Montfort, Patrice Laffont, enfin il y avait plein d'animateurs, et nous allions chanter pour des associations caritatives. Et ça, c'était pour un gala, je crois, de charité. C'était contre le sida, non? Exactement, à l'hôtel Méridien. À l'hôtel Méridien. Alors, la chanson aussi, ça a commencé avec Jean-Paul Carat, qui est celui qui a signé la dernière chanson qui nous a valu le prix de l'Eurovision. Avec Marie-Myriam, l'enfant et l'oiseau. Voilà. Et vous avez commencé à écrire une chanson avec lui qui s'appelait Le monde a besoin d'amour. Alors, c'était lui qui m'avait écrit cette chanson, j'avais 20 ans. Et c'était magnifique, c'était « Le monde a besoin d'amour ». Pour les enfants oubliés. Et cette chanson, elle est restée gravée dans ma mémoire. Je n'ai pas rompu les liens avec Jean-Paul Carat. Et donc, je lui ai dit, Jean-Paul, qu'est-ce que tu as fait de cette chanson? Il m'a dit, je te l'envoie, tu la chantes. Et je l'ai enregistrée et je l'ai passée sur mes réseaux. Et là, il y a quelqu'un qui a entendu. Et c'est passé comme ça. Et aujourd'hui, justement, quelqu'un qui a entendu, c'est Michel Sioui. Exactement. Michel Sioui a entendu ma voix. Et il a aussi entendu une émission de radio dans laquelle je parlais vraiment de tout ce qui pouvait être l'émanation de mon être, c'est-à-dire cette envie de faire passer des messages et d'être dans l'entraide, et surtout cette ultime conviction que nous étions tous reliés. Alors, Michel Sioui a fait beaucoup de chansons pour les autres, et vous avez décidé de travailler avec lui complètement en osmose. Ah, totalement. Michel, je ne le connaissais pas, parce que vous savez, quand on parle du côté de chez Swann pour Dave, on ne sait pas que c'est Michel. Quand on parle de On va s'aimer pour Montagnier, on ne sait pas que c'est Michel Sivy. Quand on parle de Gérard Lenormand, Michel, justement, c'est Michel Sivy. Qui ont fait les arrangements. Qui a fait la composition de la musique. Bien sûr. Et donc, ce grand homme s'approche comme ça par les voies de l'Internet. Hein. Et moi, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Et en fait, ça a été une connexion immédiate. Il m'a dit, tu as quitté la météo, qu'est-ce que tu aimerais? Et là, on est parti sur J'aimerais. Voilà. Et ça a été mon premier succès. J'aimerais, taratata.
dessiner ma vie sur papier plié, des gommettes en couleur tout en douceur. Les nuages de coton et les gouttes de rosée, les orages en pointillés, juste pour aimer. Il y a un côté Bardot quand vous chantez. Un peu, oui. Ouais. C'est cette envie de liberté. Je crois que c'est l'émancipation, la liberté. Oui, c'est ça. J'avais envie de prendre mon envol. J'avais envie d'ouvrir la porte de la cage et d'exprimer vraiment ce que j'avais au fond de moi, oui. Il y a un clip d'ailleurs que vous avez tourné Oui. aussi au bord de la mer. Exactement. C'est un clip qui a été tourné par un de mes amis qui était mon réalisateur, un de mes réalisateurs de la météo, Gilles Georgie, et je le remercie parce qu'il m'a donné cette chance de mettre quelque part sur cette chanson, eh bien, une émanation de ce qu'était pour moi la liberté. Voilà. J'aimerais Taratata. Taratata, on connaît l'émission de Nagui, mais non, oublie... là, c'était pas ça. Oui, non, mais je dis qu'on connaît l'émission Oui. de Nagui, mais on oublie aussi que Taratata était une émission de Jacques Martin Oui. dans les années 70, qui était une émission de variété, et que le titre lui a été inspiré. Il faut rendre à Jacques Martin ce qu'il a inventé. Exactement. Et l'expression taratata, c'est aussi de dire oui, il parle toujours. C'est-à-dire qu'on a des rêves, etc. Mais qui réalise vraiment ses rêves ? Alors justement, aller dans la chanson, même quand on quitte la météo, c'est un grand saut vers l'inconnu. Exactement, c'est l'acceptation du risque. C'est aussi apprivoiser l'inconnu. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de me mettre quelque part au bord de la falaise et de me dire, ça y est, je sais voler, je vais y aller. Et tous les engagements que vous avez eus dans votre vie caritative, vous les avez exprimés dans les chansons. Oui. Et j'écris aussi quand je reçois une émotion. Et j'écris et je ne change pas un seul mot. Mais alors l'émotion, elle naît vraiment d'un instant, d'une vision de quelque chose, Fabienne Amiac ? Alors moi, je vis les choses vraiment pleinement. J'ai cette particularité d'être dans la réception, la connexion aux autres et au paroxysme parfois de la douleur. Je peux écrire des choses, mais jamais dans le conflit ou dans l'agressivité. Hein. J'arrive à commettre des phrases avec beaucoup de subtilité. J'ai écrit une chanson là qui va être présentée mi-mars avec une société de production belge. Avec des chœurs d'enfants et un orchestre symphonique, parce qu'après les événements du 7 octobre, j'ai ressenti en moi une vraie fracture, une vraie blessure, une véritable horreur. Mais je dissocie quelque part les conflits, c'est-à-dire que j'exprime les choses avec ce que je reçois comme émanation, mais ça n'est pas à visée particulière, c'est vraiment un sentiment. Oui, et puis avec les mots, on peut étudier et évoquer les situations les plus délicates. C'est pas un problème. Il faut pas se tromper de mots. Non, il faut pas se tromper de mots, il faut pas prendre parti et pas juger. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, la chanson française, bon, ce sont des sons et des mots qui n'en sont pas. Vous faites totalement autre chose. Oui, j'ai écrit aussi une chanson quand j'ai été choquée par l'affaire de Mahsa, cette jeune Iranienne qui venait de voir la vie quelque part. Elle était tellement jeune et tellement belle. Et quand une mèche de cheveux a coulé sur son cou et qu'elle a été assassinée parce qu'elle ne correspondait pas justement à ce que la politique de son pays impose, j'ai écrit une chanson, j'ose le dire. Et voilà, c'est pour ces femmes iraniennes et afghanes. Voilà. Et en même temps, vous écrivez des chansons en écoutant votre cœur. Et j'écoute votre cœur, c'est justement l'un de vos titres. J'écoute mon cœur, je chante comme je crie, je me bats comme je danse, c'est une question de vie. J'écoute mon cœur, oui je danse comme je ris, et tu te roules par terre pour mieux me revenir. Alors, vous avez commencé par une chanson et aujourd'hui, vous préparez un album, un véritable album de 8 titres. Avec Michel Sivy, donc un album de 8 titres. J'ai encore 2 titres à enregistrer prochainement, qui sont assez amusants. Attention, je mets des mots, mais j'ai aussi une dose d'humour. Et j'arrive à tourner à l'humour, même l'info. Et donc, une des chansons, C'est pas beau, va parler de l'info, mais de toute l'info, mais avec tellement de recul que c'est la dérision, en fait. Vous savez, l'enthousiasme de la dérision. Mais face aux majors qui sortent des disques qui sont des produits, hélas, c'est un combat très difficile que vous menez, Fabienne Amiac. Oh, vous savez, moi j'aime les combats. Oui. Je suis une femme de combat. Jusqu'à mon dernier souffle, je combattrai pour des libertés, pour
l'amour, pour tout ce qui peut être la vie. C'est-à-dire que ce disque, ce sera des mois et des mois de travail, de combat, d'efforts. 1 an et demi, là. Un an et demi de travail. Oui. Et ensuite, pour le faire connaître, pour faire de la scène, pour faire d'autres choses. Ah oui, et je prépare une pièce de théâtre aussi, avec mon registre de chansons, mais aussi un petit fil rouge humoristique, une autre de mes amies, Carmela Valente, qui est comédienne, et un autre comédien, peut-être une danseuse aussi qui nous fera la chorégraphie. Et là, je travaille sur l'écriture de cette pièce de théâtre. Et dans les chansons de ce futur album, il y a aussi Saison niée. Plus de musique, plus de chant, plus de rire aussi d'enfants. La vague a tout emporté, du sable à l'éternité. Là, c'est une chanson totalement d'actualité, Oui. puisqu'on y parle de l'agriculture. Alors, on y parle surtout des saisons et de tous les changements climatiques. Et j'ai voulu aussi, avec, vous savez, ce corpus vocal qui a une émanation sur l'espoir, l'espérance. Moi, je suis quelqu'un qui suis très positive. Je médite le matin, je me réveille en disant que merci et gratitude. Gratitude parce que c'est important de savoir que la terre nous nourrit. Et cette chanson, Saison niée, c'est aussi pour parler du temps et des changements climatiques avec beaucoup d'espoir. Voilà. Et il y a aussi les océans que vous évoquez. Et ça me rappelle une émission que vous avez fait un jour à la télévision, c'est pas la mer à boire, Oui. où vous avez sauté en parachute Oui. 4000 mètres. Je voulais aller ressentir les particules d'eau. Je voulais traverser les nuages. Et j'ai accepté. On m'a posé la question le lundi, j'ai sauté en parachute le jeudi. Et je n'ai pas réfléchi. Pour moi, sortir de l'avion, c'était sortir du ventre de la mer, c'était renaître à quelque chose de nouveau. Et vous savez, l'air, c'est mon environnement, je suis Gémeaux et moi j'aime l'air et j'aime voler. J'ai touché à tout ce qui volait, le parapente, le parachute, le delta, le char à voile, tout ce qui peut être poussé par le vent. C'est pour ça que mon aspiration à la liberté, c'est ça. Je voudrais donner un souffle nouveau à la chanson, un souffle nouveau aux gens, leur donner l'espoir que rien n'est définitif. Et l'espoir aussi aux enfants qui sont présents dans cette chanson, Nos différences. De leur vie au-delà de toutes nos certitudes, nous sommes des jardiniers. On se dit où est Les différences, c'est aussi important pour vous. Oui, parce que c'est dans la différence que l'on peut voir le monde avec des yeux plus justes. Si on était tous pareils, franchement, ce serait tellement triste. Oui. Alors, il y a aussi un auteur, un musicien qui s'appelle Pierre Sebaoun, qui a été Oui. dans l'industrie avant et qui aujourd'hui vit sa passion de la musique comme vous. Et avec lui, vous avez composé et écrit un hymne. Oui. Ça, c'est quand même très particulier. Ah oui. Un hymne pour l'UNESCO. Oui. C'est né comment, ça? En fait, Edwasser, qui est une sculptrice remarquable, avait besoin d'une chanson pour présenter sa sculpture magistrale donc à l'UNESCO. Et Pierre, que je connais depuis longtemps, qui est un homme fantastique, Pierre Sebaoun, est pianiste, et il m'a dit « Est-ce que tu peux mettre des mots sur cet air ?» Et je lui dis « Bien sûr ». Et là, il y a une espèce de souffle encore de la Renaissance. Je lui dis, mais on va faire un hymne à la Renaissance. Parce que la Renaissance, c'est aussi une culture. Renaître de ses cendres comme le phénix, ça veut dire que quand on croit que tout est fini, non, tout peut renaître. Et j'ai écrit cela parce que ça correspondait exactement à ce que j'avais envie de dire à l'époque. Renaître, c'est aussi avoir cet emblème de la vie. C'est aussi savoir parler de tout ce qui est différent, mais de tout ce qui peut renaître de rien. C'est-à-dire qu'après 32 ans de météo, votre renaissance, c'est la chanson Oui. maintenant, Fabienne Amiarc, et l'avenir. Et l'avenir surtout. L'avenir, vous allez maintenant vous lancer. L'avenir nous appartient. Oui, et dans la chanson. Oui. Alors justement, je voulais dire que en fait, j'ai mis Fabienne A avec une petite apostrophe qui représente le Yud. Vous savez ce que c'est que le Yud? C'est la 10e lettre hébraïque. C'est la main de Dieu. C'est celle qui peut permettre justement cette
évanescence, cette obsolescence, cette fulgurance dans les mots, dans la musique. Donc c'est Fabienne Youd A. Eh bien, Fabienne Youd A, on va vous découvrir sur Internet avec ces chansons qu'on a écoutées, sans oublier Fabienne Amiac et tout ce qu'elle a fait, et continuer à vivre ainsi pour vous et pour les autres, parce que je pense que c'est essentiel. Merci Jacques de m'avoir reçu et merci à vous tous aussi de m'avoir écouté. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.